Donc écoute, déjà Grégor, bienvenue sur ce 11e épisode du podcast. C'est avec Merci. plaisir que je te reçois aujourd'hui. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais déjà te présenter? La dernière fois, tu m'as fait une jolie présentation de ta personne, donc je serais ravi de l'entendre à nouveau. Donc moi, je m'appelle Gregor Osbolt, j'ai 38 ans. Ma passion, c'est d'aider des top performers à aller dans leur Ligue des Champions. Et je le fais toujours en connectant la performance et le sens parce que pour moi, c'est une croyance qui est très ancrée chez moi, que c'est très difficile à pouvoir performer sans sens. Et ça, je le fais et je l'ai appris de deux grandes manières. La première, c'est en prenant mon bâton de pèlerin et en le faisant par moi-même. Je suis moi-même entrepreneur et ayant créé plusieurs structures. Et j'ai un amour de personnes qui partent d'une feuille blanche et qui veulent résoudre un problème. Et la deuxième, et je pense que si c'est pour ça que je suis là avec toi, c'est que je me lance des défis. Je marche mon propre terrain sur toutes les questions existentielles que je me pose. Et moi, j'aime faire. Et donc, moi, mon enjeu, il est d'essayer d'aller me comprendre en faisant des choses, qu'elles soient sportives, spirituelles, qu'elles soient purement physiologiques ou qu'elles soient purement mentales. Et mon enjeu, il est de me comprendre, et de comprendre comment je vais réagir et les différentes émotions que je peux avoir. Donc, je suis pas mal corne, mais j'ai une petite partie de moi qui aime explorer les choses et explorer la vie. Voilà. Super. Tu penses que ça vient d'où cette envie d'aller voir l'inconnu et d'aller tester un peu tes limites? Ça vient d'une envie je me suis senti médiocre pendant une très grande partie de ma vie. Et qu'à un moment, j'avais un choix cornélien qui était celui soit j'allais me mettre dans un PMU et que j'allais raconter ces histoires-là aux mecs pendant les 20 prochaines années et que physiologiquement ça allait être compliqué et que mon foie allait pas tenir. Ou soit la deuxième voie, elle a été, et si tu allais t'asseoir et t'allais voir concrètement ce qui te fait peur, ce que tu crains. Il y en a qui vont appeler ça des traumas. Moi, je vais appeler ça, d'autres vont appeler ça des blessures. Moi, je vais appeler ça un chemin, une envie d'aller se comprendre en profondeur. Et des fois, c'est la vie qui m'a demandé de le faire, un décès, notamment celui de mon père quand j'avais 20 ans, ou tout simplement parce que je suis pas adéquat à là où je suis. Je me suis fait virer de certains jobs, sachant que je suis maçon de formation et que en fait, j'ai construit mon début de carrière là-dedans. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas fondamentalement, et donc j'ai commencé à aller creuser. Et au lieu de me dire je veux ça, je me suis dit je vais affronter ça. Et donc, ma peur de l'abandon, ma peur de l'échec, ma peur de pas avoir assez d'argent, toutes les peurs fondamentales qu'on peut avoir tous plus ou moins conscientes ou inconscientes, avant de le faire et de les travailler avec certains, j'ai envie d'aller voir les miennes avant. Donc, elle vient de là, cette envie. Ok, t'as noté plein de points super importants sur lesquels je vais pouvoir rebondir. Et tu sais quoi? J'ai envie de rebondir tout de suite sur un point parce que tu m'as lancé comme défi la semaine dernière d'essayer de te poser des questions qu'on t'a encore jamais posées. Ouais. Et Sans chat GPT, j'ai obligé de préciser. comment? Sans chat GPT, j'ai oublié de préciser. Il a utilisé ChatGPT. Ça se voit dans ton sourire, En ça fait, se oui voit. et non. Oui et non parce que en fait, j'ai déjà des questions en vrai que je pose qui sont assez profondes, mais en fait, il y Vas-y, en a une dans le sens je te taquine, vas-y, pose ta question. qui était un petit peu en lien avec ce que tu disais là. Et que j'ai d'ailleurs en plus supprimé parce que c'est même plus la même. En gros, je voulais faire un petit peu un effet miroir sur toi-même et te dire si tu devais un petit peu tout te déconstruire aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as déjà, ce serait quoi l- comment dire, la seule chose que tu voudrais garder de toi si tu devais maintenir une seule chose? Le courage. En fait, je pense que je pense réellement et concrètement que le courage fait partie des choses les plus importantes à acquérir parce que ça te permet de pas être fondamentalement dépendant de tes émotions et ça te permet de pas être fondamentalement dépendant de ton environnement extérieur. Et c'est entre toi et toi-même et ta capacité à aller te mettre au feu ou ta capacité, tu vois, à sortir d'une situation dans laquelle tu ne te sens plus à l'aise et dans laquelle tu ne veux plus le faire. Et je pense que j'ai eu tendance à à manquer de courage. Mais pour moi, je pense que c'est un des sujets les plus importants. Si je dois déconstruire, il y en a d'autres, hein. Mais si je dois garder un truc, c'est ça.
Je pense que tu l'as très bien présenté également. Et juste avant, tu me parlais de peurs auxquelles tu as fait face, de peur de l'abandon, de peur comme ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une peur que tu t'es encore jamais avouée ou tu penses avoir fait globalement le tour? Non, il y en a plein. Mais il y en a encore tellement. En fait, notre corps physiologiquement est calibré pour avoir peur, pour ressentir de la peur. Je suis pas encore père de famille et peut-être un jour, enfin, ça va t'emmener toujours constamment, de manière constante. La vie va t'emmener plein de peurs diverses et variées. Je, je, c'est ça qui est génial, c'est que c'est sans fin. Et par contre, je pense qu'à un moment, au-delà des événements externes que tu ne maîtrises pas, je pense qu'il faut choisir son combat. Et donc, pour moi, c'est choisir avec quelle peur j'ai envie d'aller m'asseoir. Par exemple, pour moi, l'une des peurs, au-delà de la traversée de la Manche à la nage, surtout qu'on l'a pas dit depuis le départ, et pour ceux qui nous On va y écoutent, venir. c'est un des sujets sur lequel c'est intéressant à venir. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours eu une peur du rejet, comme beaucoup d'êtres humains, hein, comme la plupart des êtres humains. C'est une peur normale, c'est une peur fondamentale parce que ton L'humain est un être cerveau. social. Ouais, on est social et puis, enfin, comme notre cerveau est exactement le même qu'il y a des centaines et des centaines d'années, bah, mécaniquement, si tu te fais rejeter, tu vas ressentir exactement la même chose, sauf que nous, aujourd'hui, on peut se faire rejeter d'un réseau social, d'un endroit, d'un job, d'un écosystème dans lequel on est. Cependant, ton cerveau va réagir exactement de la même manière et il va penser qu'il y a un risque de mort imminente parce que si tu te faisais rejeter il y a plusieurs et plusieurs centaines d'années, c'était un risque de ne plus avoir accès à de la nourriture pour plein de raisons diverses et variées. Le mécanisme physiologique est le même. Donc, on est fait pour pouvoir, c'est notre corps, on peut pas le changer et on est structuré de cette manière. Par contre, il y a un temps pour tout et il y a un temps et pour moi, l'un des temps les plus intéressants que j'ai pu avoir, c'était d'aller voir ma peur du rejet. Et ça, je l'ai fait en pratiquant ce qu'on appelle le tantra blanc. C'est une type de méditation je vous laisserai aller regarder, mais qui va plus loin que la méditation et qui a aussi des exercices de groupe. Moi, j'ai fait les versions très occidentales faites par Osho, mais l'enjeu, il est de pouvoir, dans un milieu sécurisé, pouvoir vivre et ressentir à l'accès de pouvoir rentrer dans certains groupes ou non, ou de pouvoir aller jouer avec certains groupes ou non. Et en fait, là, je suis allé voir en face ce qui se réagissait en moi quand on me disait non, quand j'avais pas le droit, ou je suis allé voir ces mécanismes-là. Et donc, pour moi, parmi l'une des plus grandes peurs sur lesquelles j'ai dû aller travailler, et ma peur du rejet, et en tant qu'entrepreneur aussi, c'est un véritable sujet. Donc, on apprend tout le temps, n'importe quel moment et à n'importe quel âge. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en plus, la personne que tu as citée, je l'ai écouté lors d'un podcast. Osho, je ne sais plus exactement son nom complet, mais je l'ai écouté et c'est une personne également très intéressante. OK? Mais il faut, si tu veux aller jeter un coup d'œil vraiment sur toute la mécanique, je suis en train de faire une petite recherche parce que j'ai fait mes notes. Euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au show et tout ce qui va toucher au sujet de la méditation et du tantra blanc, c'est ta capacité, en fait, à pouvoir aussi de temps en temps à t'asseoir et à te poser avec ce qui est et ce qu'il y a. Et ça, j'invite tout type de personnes qui ont envie d'essayer d'avoir du calme et de la paix. Et ensuite, après, il y a plein de tantras différents sur lesquels on va aller toucher à notre énergie au sens général du terme. Mais je veux pas être trop ésotérique là-dessus, sans le fait d'y croire ou de ne pas y croire. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu des belles expériences là-dedans. Après, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est important de garder un esprit critique. Hmm. Et ça, c'est moi, pour moi, la deuxième chose que je voudrais garder si au cas où tu dois me déconstruire, c'est l'esprit critique. Je voulais en garder un deuxième quand même, au cas où. Bah, tu sais quoi, tout au long du podcast, tu as des idées comme ça qui te viennent sur le fait de te déconstruire par rapport à cette première question. Bah, n'hésite pas à le dire, hein. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Et j'étais en train justement de te chercher la personne sur laquelle j'ai vu, je l'ai trouvé, c'était sur le podcast de David Limites Project, qui l'avait invité. D'accord? Que j'ai prévu d'ailleurs d'inviter, que j'ai déjà entré en contact, et c'est lui qui l'avait invité. C'est pour ça que ça me parle, la personne que tu as citée. Mais il n'avait pas invité Osho en tant que tel, parce que Osho, il est décédé. Hein. Il est décédé depuis, Ah bah depuis alors dizaines ou dizaines d'années, mais il je devait dois avec des confondre. pratiquants d'Osho. Je dois confondre alors quelqu'un qui porte le même nom de famille alors. Ouais, ouais, c'est même au-delà du nom de famille, c'est vraiment, c'est un maître indien, c'est un gourou, Ok. c'est un gourou indien qui ensuite a occidentalisé une grande partie de ses pratiques à l'époque. Il y a énormément de variantes qui ont été faites et en fait, il a développé sa propre technique, sa propre idéologie qui émane de l'hindouisme et il les a, on va dire, on les a occidentalisés.
Donc Osho en fait partie, il y en a plein d'autres, hein. Mais voilà, ça s'en fait pas. Ok. Bah écoute, j'étais à côté de la plaque alors. Pas de souci. Je parlais d'une toute autre personne. T'inquiète. Écoute, J'aurais été étonné qu'Osho soit vivant. comment? J'aurais été étonné que Osho soit vivant. Il est en carton dans les années. Je crois qu'il est décédé dans les années 90 ou 80. Ok, bah écoute, il aura une longue vie alors. C'était le cas. Écoute, tout à l'heure, tu as parlé d'un événement. Alors, ça va être la question que je vais te poser, qui peut me sembler en tout cas être un événement marquant. Tu as parlé de la perte de ton père à l'âge de tes 20 ans. Mhm. Euh, J'aimerais te demander, du coup, si on remonte plus loin dans le passé, quel a été l'un des événements les plus difficiles que tu aies pu traverser? Au-delà de la mort de mon père, Alors, à moins qu'il y en ait un avant. bah, au-delà de ça, oui, ça fait partie des. En fait, ça fait partie des événements les plus difficiles que j'ai eu à traverser. On est tous soumis au deuil. Moi, j'étais vraiment pas armé pour ça. Pas armé dans plein de choses et dans plein de sens, au sens général du terme, puisque comme beaucoup de jeunes hommes de ma génération, on est beaucoup à avoir écouté forcément nos aînés, ce qui est normal, tant qu'ils payent le loyer et tant que tu es sous leur toit, c'est hyper important de les écouter. En fait, moi, j'ai perdu l'un de mes piliers qui m'a expliqué, selon lui, comment je devais vivre une certaine partie de ma vie. Et à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé sans ce pilier-là, qui était une grande composante de ma vie, et j'ai sombré dans une très, très grande dépression, n'étant pas totalement armé. Et il y a une tendance à me mettre dans la mélancolie. Bah, c'était un terrain très favorable où, pendant plus de 6 ans de ma vie, je me suis retrouvé à essayer de faire ce deuil de la pire des manières possibles en utilisant des cache-misères, des ersatz pour pouvoir réussir à me sortir de ça. Et pour moi, ça, c'est un des événements les plus horribles de ma vie et un des plus structurants qui m'a permis aussi de vraiment me poser des questions qui étaient importantes pour moi et très rapidement, sans attendre que la vie t'envoie des événements différents. Donc oui, ça a été un événement pas facile à vivre. Et qui m'a emmené dans des endroits très sombres, très très sombres. Je pense que perdre de toute façon un de ses parents, ça reste une des choses les plus difficiles à traverser. Euh, et j'allais justement te demander, voilà, c'est comment en fait tu as réagi quand c'est arrivé, mais là tu me l'as très bien expliqué. Euh, Comment ça a affecté en fait ta vie au quotidien pour que ça dure 6 ans, un deuil? Euh, je me suis mis dans le déni et je suis sorti. Je suis sorti. Je sortais, je buvais, je fumais. Je me suis mis dans des états pas possibles et j'essayais d'annihiler la peine avec tout ce que je pouvais trouver autour de moi. Et donc, en quoi ça, j'ai continué et heureusement, j'avais le travail à côté et qui me tenait et qui me maintenait, parce que sinon, j'aurais pu partir en vrille beaucoup plus que ça. Mais en fait, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable et j'ai essayé de trouver tous les subterfuges qui me permettaient de pouvoir ne plus ressentir cette douleur que je voulais envoyer le plus loin de moi. Et donc, au-delà de produits et de consommation, je suis allé aussi jusqu'à prendre mon sac à dos et aller à des milliers de kilomètres. Et long story short, euh, tu peux aller à des milliers de kilomètres, ta tristesse reste avec toi, elle te suit, elle s'assoit. C'est un très bon compagnon de route. Très bon, ça dépend pour qui. Et ce moment-là, jusqu'au jour où, au bout de 6 ans, j'ai eu le fameux choix du PMU versus prendre ma vie en main. Le déclic vient de ma grande sœur, qui me voyait vraiment fondre comme neige au soleil et que c'était vraiment hyper compliqué et que j'étais dans un moment donné de ma vie très, très difficile. Et c'est là où j'ai choisi de me dire, OK, comment je vois les choses un petit peu différemment et comment je m'assois réellement avec cette peur. Et m'asseoir avec cette peur n'est pas une métaphore. Je me suis assis avec cette peur. Tu penses que ça a commencé là, cette envie d'aller chercher et affronter d'autres peurs? Non, Non, elle est ça a née commencé bien depuis avant. énormément de temps, en fait. Non, Ok. le décès ou tout ce que j'ai pu vivre avant est un... en fait, il y a plein de moments
où j'avais déjà envie et où j'avais pas sauté le pas. Est-ce qu'il en a été le catalyseur? Peut-être, mais en tout cas, ça en fait partie. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des dizaines et des dizaines et de faire des interviews, pas enregistrées, mais de très grandes personnalités ou du monde des affaires, de plein de sujets, moi, qui me fascinaient, qui me passionnaient. Et j'en ai fait plus de 70. Et l'un Hmm. des patterns que je vois assez souvent, c'est que beaucoup ont réagi, donc je fais partie, on a tous réagi à un moment donné où la vie nous envoyait un truc un peu même ultra violent et hardcore. Et cette réaction, elle est souvent très intéressante. Elle est un excellent moteur pour les premières années, mais après, elle devient une espèce de moteur un peu vicié. Si tu veux réussir pour prouver que, c'est très bien les 2, 3 premières années parce que tu regardes pas, mais à un moment donné, elle n'est pas directement connectée entre toi et toi-même et ça crée souvent des gros décalages. Et moi, cette envie d'aller voir ces peurs vient de ce mécanisme-là, de pas attendre qu'il m'arrive des choses vraiment violentes dans la vie, pour me dire que j'ai envie d'aller m'asseoir avec elle ou que j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Ton discours, moi, ça me parle beaucoup parce que tu te doutes bien que si ça m'intéresse d'aller explorer les parcours et les événements marquants des personnes, ce qui les a forgés, c'est parce que moi-même, j'en ai traversé des choses, comme tu l'as dit, qui te cassent en deux. Moi, j'ai une maladie. Je suis épileptique depuis plusieurs années. Quand on m'a déclaré épileptique, il y a eu tout mon quotidien s'est cassé la gueule. C'était pas que physique, hein, c'était vraiment mental, mes rêves, mes ambitions. Tout est parti. Mes amis, mes proches, voilà. Ça a été très loin. Et ton discours, du coup, me parle beaucoup de dire ça. Et le fait de se dire que quand tu comprends de façon que la vie, c'est des hauts et des bas et quoi qu'il se passe, enfin, quand tu commences à monter la pente, tu sais que ça va retomber à un moment donné. C'est très bien le fait d'aller chercher et d'aller faire face à ses peurs parce que tu anticipes, tu te prépares d'une certaine manière à ce qui pourrait arriver, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Quand ton père est parti, tu n'étais pas préparé à ça. Tu n'avais pas les outils pour, donc c'est très bien. En tout cas, je sais pas, ça me parle beaucoup ton discours et je m'y retrouve beaucoup. Affronter ses peurs, ça te permet de mieux vivre l'impermanence des choses. Hmm. C'est tout. C'est que c'est juste comme si aujourd'hui je pratique les arts martiaux. C'est un travail de répétition. Tu passes des heures et des heures et des heures et des heures à travailler une esquive. Peut-être que tu la placeras jamais. Peut-être qu'un jour tu arriveras à la placer et ça te sauve d'un endroit où ça te permet de pouvoir trouver le coup d'après ou ce qui va se passer. Et c'est un entraînement. Et des fois tu la places pas du tout. Mais je fais partie des gens qui pensent que tu peux à un moment donné prendre un peu ton destin en marche. On est dans un système très abondant, peut-être trop. Et ça, c'est comment je vais aller mécaniquement aller prendre cette abondance et en faire quelque chose qui me sied et qui me va. Et ça, on peut avoir l'occasion de creuser là-dessus, mais beaucoup de gens qui ont performé aux yeux, et je parle pas que de performance au sens que JO, que autre, hein, mais qui ont performé, qui ont fait des choses qu'ils aiment fondamentalement, ils ont à un moment donné pris à leur charge une grande partie des choses qui leur arrivaient. Et voilà, c'est important de prendre à sa charge la manière dont tu vas réagir et ce qui va se passer. Et 6 ans de deuil, c'est beaucoup trop. Mais je ne me martyrise pas et je ne me flagelle pas à cause de ça. C'est mon chemin, il devait être fait comme ça. Est-ce que je ferais les choses différemment? La réponse est non, parce que je peux pas retourner dans le passé, mais cependant, c'est comment je me retrouve pas, tu vois, à revivre la même chose. Donc, tu vois, je suis allé m'amuser à aller étudier tout ce qui se passait autour du deuil et que dans certaines tribus ou même dans certaines familles européennes, il y a d'autres manières de vivre le deuil. Et je peux te prendre la Sicile et les pleureuses, enfin, tu vois, où tu vas aller extérioriser toute cette partie-là sans le regard des autres et ce qu'il peut y avoir autour. Et en fait, ça permet de pouvoir aller chasser les émotions qu'on peut aller avoir et qui permet aussi de faire des deuils beaucoup moins longs, même si c'est pas forcément un objectif, mais pour moi, ça aurait pu l'être. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à aller apprendre autour de nous, à droite, à gauche. C'est Donc, intéressant ce que tu as dit là. Je suis curieux d'en savoir un peu plus. Parce que tu vois, moi aussi, je me suis beaucoup intéressé sur le fait de toutes les étapes qui peuvent se passer après un événement marquant. La phase de déni, la phase d'acceptation, d'illumination, de transformation, tout ça. Mais ça peut prendre du temps, et c'est vraiment assez individuel. Mais tu as parlé dans d'autres cultures, ça pouvait se passer différemment. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? en fait, la courbe de deuil en tant que telle est toujours la même. Hmm.
Tu passes par du déni, par de la colère, après tu commences un ego, et après tu as une phase de dépression, de tristesse et une phase d'acceptation. La courbe est la même pour tous les êtres humains. On a juste des manières et des méthodologies différentes de vivre ces mécanismes-là et de pouvoir sortir beaucoup plus rapidement du déni ou de la colère. Et par exemple, si on prend le sujet des pleureuses de manière générale, où on va vivre la tristesse totalement, on va la ressentir jusqu'au bout de ses tripes. C'est une manière d'évacuer la colère qu'il y a derrière et la tristesse qu'il y a devant. Enfin, tu vois, de pouvoir aller passer ces étapes-là, même si c'est pas séquentiel et qu'on peut revenir à droite à gauche de temps en temps dessus, mais il y a il y a d'autres personnes qui le vivent de manière complètement différente. Et après, je sais pas si s'il est dans le coin, il doit pas être très loin, ce livre-là, mais si tu veux travailler sur le deuil, hop, le, tout le travail qui est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, pour moi, qui est vraiment intéressant dans la manière d'aller incorporer la mort et l'impermanence de la mort dans la vie. Et moi, j'emmerde Brian Johnson qui veut killer la mort, parce que si j'étais immortel, je serais pas quoi foutre. Je ne saurais pas quoi faire, je suis mortel, ça fait partie du deal. Au-delà de mes croyances que je vais avoir derrière, c'est que c'est ce qui donne du sel à la vie, c'est ce qui donne de la passion, c'est ce qui donne, c'est que ça fait partie du deal. C'est bouffer des pilules pour repousser la mort, je préfère crever. Et pourtant, j'ai quand même une santé et un travail sur ma santé qui a été très fort et très puissant. Mais cependant, c'est intéressant d'aller regarder ça. De toute façon, il y a plein de Et, films qui le représentent très bien également, le fait de vivre en étant immortel, et tu te rends compte que la chose se met un jour en avant, c'est que la vie a plus de goût au bout d'un moment. Ah, mais elle a plus de goût et elle est. Ouais, je t'invite d'ailleurs je suis un très grand amateur, ça n'a pas toujours été le cas, mais je suis un très grand amateur de lecture, de lecture et Schmitt est en train d'écrire une masterclass euh, sur cette thématique-là où il a ses quatre personnages. Il en est au quatrième ou cinquième tome, si je dis pas de bêtises, et il est en train d'écrire une masterclass euh, sur, euh, sur des personnages qui sont immortels et qui vivent dans dans plein de courants différents. Ça va de la Grèce antique en remontant à la Pangée. Enfin, tu vois, et il va aller écrire avec le regard de ces personnages qui vont complètement être immortels et qui vont passer le temps. Et c'est hyper intéressant dans la manière dont c'est écrit. Mais bon, faut que tu me retiennes, hein, parce que sinon je vais faire Non, non, t'inquiète, hein. des parenthèses dans des parenthèses. Voilà. Ok, écoute, du coup, pour fermer cette grande parenthèse et pour revenir à la question de base, donc, qui est ton premier événement marquant que tu as vécu avec la perte de ton père, c'était d'ailleurs enfin, intéressant en fait, en écoutant différentes personnes. Je vois également la manière dont les gens peuvent le vivre. Peut-être que tu connais Damien Noël, qui a été Ouais. invité sur le podcast d'Enzo Culuzzi, qui m'a partagé également la perte de son père, de sa mère, pardon, qui était totalement différente parce qu'il l'a pas vu comme un drame. Euh, alors qu'il aimait sa mère, hein. Pour lui, elle est toujours là, mais je veux dire, c'est fou les perceptions qu'on peut avoir différentes. C'est comme il disait, lui, il était déjà préparé à ça et il l'a totalement accepté. Pour lui, ça, enfin, comment dire? Non, en fait, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Il était préparé à ça et c'est là que tu vois que ça fait quand même une énorme différence. Mais si on revient un petit peu sur toi et sur ce qui s'est passé avant tout ça, je serais curieux de savoir. Quel type de personne est-ce que tu étais avant que cet événement marquant arrive? Est-ce que tu avais des ambitions? Est-ce que tu avais des objectifs? J'aimerais un petit peu que tu arrives à... Est-ce que tu arriverais à te faire une projection de toi-même à ce moment-là? Honnêtement, assez compliqué parce que ça a pris une grande partie de mon cerveau pendant un petit moment et comme je l'ai dit, j'ai été très drivé par ce que pouvaient penser ma famille, mes parents et autres et donc j'étais un peu dans un tunnel. Euh, Tout ce que je sais, c'est que j'étais maçon à l'époque. Je, je peux te construire une maison, j'ai un bac professionnel en maçonnerie. Et que j'aimais fondamentalement là-dedans, c'était d'échanger avec tous les corps de métier qu'il pouvait y avoir autour de moi. C'est ce qui m'a donné envie d'être conducteur de travaux après.
C'est que j'aimais faire que on livre un logement, un bâtiment en temps et en heure, et j'adorais l'orchestration qu'il pouvait y avoir autour de ça. Ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième point, c'est que de toute ma scolarité, j'ai toujours été délégué et j'aimais réellement ça, d'être en représentation de mes camarades à l'époque et qu'on votait pour moi même quand je ne me présentais pas. Et ça, c'est un exercice que je fais beaucoup avec mes clients, c'est le fait de relier les points. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont, qui sont assez forts. Et le troisième, c'est que j'ai toujours été très curieux. Comme je démarre quelque chose, je vais toujours voir les paradoxes. Je vais toujours voir. le- En fait, j'adore essayer d'aller comprendre qui ne l'a pas fait et qui l'a fait et pourquoi. Et j'adore essayer d'aller après d'ailleurs le métaboliser et d'en faire quelque chose. Et ça, je le fais depuis très très longtemps. Comprendre tous les Et schémas, quoi. j'essaye de comprendre le système des personnes qu'il y a en face de moi. Et c'est ma manière de nourrir ma curiosité. Et ça, c'est une troisième chose que j'avais, au-delà de te dire j'avais des rêves, des choses comme ça, parce que je suis incapable de te répondre, mais j'avais déjà des traits de caractère qui font et qui sont venus à ce que j'en fais aujourd'hui, quoi. La curiosité est une vraie vertu. Et je te rejoins sur ce point-là. C'en est une, mais ça peut devenir dangereux, abyssal, et tu peux te perdre Développe. très rapidement. Donc, il faut juste savoir aussi débrancher à certains moments. Je Qu'est-ce que tu suis entends par curieux de là? choses. Hein? Qu'est-ce que tu entends par là? Quand tu dis qu'on peut se C'est-à-dire perdre et que que ça peut devenir pas bah, toxique, mais dangereux. ça peut devenir dangereux parce que en fait, tu accumules du savoir et de la curiosité pour ne rien en faire réellement. Tu peux avoir, et moi, ça peut avoir une tendance à jumper d'un sujet sur un autre, sur un autre, sur un autre, mais au bout d'un moment, qui est un savoir qui ne m'apprendra pas grand-chose réellement ou que je Ok, pourrais je pas vois. réutiliser dans ce que j'aime faire. Donc, curiosité, oui, mais curiosité à savoir vers quoi tu le diriges et vers quoi tu l'emmènes. Ok, ouais, que ça te permet toujours d'avoir un fil conducteur et du sens et pas juste que ce Oui, soit brasser pour brasser, quoi. ouais. Sinon, tu t'inscris dans un jeu de culture générale. Mais enfin, tu vois, moi, c'est pas mon kiff perso. Mais par contre, la curiosité d'aller saisir et de l'appliquer, c'est un truc que je fais au quotidien, quoi. Ok. Écoute, après avoir du coup travaillé, enfin traversé ces 6 ans donc de deuil, ta vie a pris une autre direction. Comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce que tu as switché directement explique-nous comment t'es passé du coup de ton métier de maçon initialement à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes entre-temps? Comme je l'ai dit en avant, moi, je suis entrepreneur de base. J'en suis à ma quatrième entreprise. Euh, moi, et ce qui a changé, c'est que on me propose un CDI pour aller travailler en tant que conducteur de travaux dans un grand groupe. Je refuse. Je pars voyager avec mon sac à dos. Je commence par l'Océanie et après je fais une dizaine de pays. Je voyage pendant une grosse année et demie. J'adore ça. Je trouve ça génial. Je rencontre plein de gens. Je dors, je dors dans des endroits bizarres. Je rencontre des gens bizarres. Tu vois, tous tous mes capteurs sont là, mais la tristesse est toujours là. Mais je voyage vraiment en mode je me laisse bercer. J'ai pas d'objectif et je ne fais que rencontrer des personnes pour aller prendre plein de jobs que je n'aurais pas fait en France et essayer derrière de me payer pour continuer à voyager. Et, je rentre en France au bout d'une année et demie parce que j'ai du mal à ne pas savoir ce que je vais faire de ma vie. C'est un truc qui est très dur pour moi. Si j'ai pas d'objectif, c'est assez complexe. Et donc, je rentre en France, je pose mon CV pour devenir conducteur de travaux sur un métier en ultra tension et je prends un premier job, ça me plaît pas. Je prends un deuxième job à l'opposé et je me fais virer. Et je prends un troisième job à l'opposé. Je ne citerai pas le nom, mais mon bureau se retrouve dans la couronne parisienne entre la 6A et la 6B pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas un brin de nature.
et je suis en train de faire le service après-vente d'un très très grand groupe de médias où le grand patron appelle pour pouvoir aller récurer ses chiottes parce qu'ils ne fonctionnent pas et qu'on est dans la garantie de parfait achèvement du bâtiment. Génial. Et je suis la seule activité intellectuelle dans laquelle je suis à ce moment donné-là, c'est de sortir avec mon patron pour aller manger un cassoulet et en train de se parler de sa sortie vélo en plein mois d'été devant sa télé. Et, et, et je suis dans une espèce de tristesse folle et incommensurable de me dire que c'est ça ma vie et que ça va ressembler à ça. Et ça a été, ça a fait partie des certains éléments déclencheurs. Je les remercie pour ceux qui m'ont viré. Je me remercie de m'être viré à certains endroits. J'étais un très mauvais salarié, à ne pas en douter, mais il y a un mécanisme chez moi, c'est que quand ça me plaît pas, quand c'est pas fait pour moi, je peux travailler vraiment beaucoup, très fort, mais au bout d'un moment, mon corps, il me dit, Greg, on a un problème, on a un vrai problème. Le goût de l'effort, je le connais très très bien. La maçonnerie me l'a appris, j'ai adoré. Mais au bout d'un moment, il y a quand même, dans mon cerveau, il y a un petit truc qui tilte et qui dit, c'est pas forcément là où tu dois être. Et, c'est là où je me remercie un petit peu, c'est que j'ai cette propension à écouter cette petite voix. Et des fois, à un peu sauter sans savoir ce qui va se passer derrière, mais ça me fait quand même kiffer, je vais jusqu'au bout. Et c'est là où je crée ma première boîte. Je suis à Paris, je décide de prendre une feuille, d'inscrire tout ce que je rêve de faire, d'avoir, d'être et de donner dans la vie. Et parmi celles-ci, il y a à reprendre ma santé en main. C'est ce que je fais pendant cette période-là. J'arrête de fumer, j'arrête réellement de boire, j'arrête, je regarde et je commence à me remettre à nager, je commence à me remettre à refaire du sport qui me fait du bien, je me sens de mieux en mieux, je sors du désert dans lequel je suis. Et ce mécanisme-là m'emmène à aller pouvoir créer ma première boîte à Lyon, à l'incubateur de l'EM Lyon, sur un sujet qui me touche beaucoup, qui est celui de l'adaptation des logements pour les seniors en situation de dépendance. Et c'est là où je crée ma première entreprise. Ok. Et, On est en et quelle année? Excuse-moi, oui, j'allais dire, on est en quelle année à ce moment-là? très bonne question, c'était il y a 10 ans, je dirais. Je suis très mauvais en date, c'était il y a à peu près il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Ok. Euh, et c'est là où je crée ma toute première entreprise, où je crée un diagnostic pour que les seniors restent le plus longtemps chez eux. Et mes clients sont les assureurs, les mutuelles et les caisses d'assurance de retraite. L'idée est née d'une problématique qu'a vécu ma grand-mère au fin fond du trou du cul de la Bourgogne. Et je lève de l'argent, je mets de l'argent sur la table et on développe pendant plus de 3 ans pour en faire une petite boîte où on a 80 diagnostiqueurs potentiels et on commence à aller développer en parallèle toute une partie bâtiment. Et voilà, c'est le démarrage de ma première aventure entrepreneuriale. Super. Ça commence bien pour Ça avoir. commence bien, ça commence plutôt pas trop mal. Et surtout, par contre, au bout de 4 ans, on se rend compte qu'il y a un besoin fondamental. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, on gagne des prix entrepreneuriaux dans tous les sens. On voit beaucoup de clients, tout le monde est d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Cependant, personne ne nous paye réellement et on se retrouve avec une boîte qui vivote. Et moi, y croyant tellement, je mets tout mon argent. Je mets encore tout mon argent dessus parce que j'y crois fondamentalement qu'il y a des besoins et que le gouvernement, à l'époque, nous soutient sur cette thématique-là. Donc, je pousse à un maximum jusqu'au jour où on se rend compte que bah, tu peux plus payer les gens avec qui tu travailles et que ta boîte qui a beau avoir gagné des beaux portes et des prix entrepreneuriaux te sert pas à grand-chose et que la dure réalité du marché te rappelle au bout de, au bout de, au bout d'un certain moment et au bout de quelques années. Donc, je liquide cette première boîte et cette première activité-là. Ok, t'étais tout seul sur cette première activité ou t'étais En avec tant que un CEO, associé? oui. Ok. Après, j'ai eu un associé ergothérapeute qui est rentré dans le sujet. On a une équipe qui est montée jusqu'à 6. Et après, on avait tout le réseau de diagnostiqueurs qui allait derrière. Ok. Avant de continuer sur, parce que il y a eu 4 boîtes quand même avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Et sinon, on va aller que sur la partie professionnelle. Est-ce que, du coup, alors, en fait, j'essaie juste de me remettre un peu les événements. Il y a eu la perte de ton C'est père, un peu 6 ans. décousu, hein? Comment? Je suis un peu décousu. Il y a eu 6 ans qui se sont écoulés. Puis il y a eu t'as repris le sport, tu t'es repris en main.
T'as repris la natation, c'est le sujet que je veux aborder là en fait. Ça c'est top. T'as monté ta boîte et est-ce qu'il y a eu comment attends, je reprends ma phrase que j'ai très mal tournée. Le sujet que je vais aborder, c'est que tu as traversé la Manche et j'aimerais savoir comment t'es arrivé du fait de te dire tiens, je reprends le sport, je commence la natation et je vais me retrouver quelques années plus tard ou quelques mois, je ne sais pas, à me dire je vais traverser la Manche. Est-ce que tu peux expliquer tout ça? Ouais, euh, Est-ce que ça fait partie des événements marquants de ta vie? carrément, carrément, carrément. On est moins de 30 en France à l'avoir réussi. Pardon. On est 32 maintenant en France à l'avoir réussi. C'est un, ouais, c'est toucher l'extraordinaire. C'est toucher parmi des actes et des événements sportifs au monde qui est l'un ouais, qui est un peu mythologique, quoi. C'est un exploit sportif. Donc, Est-ce que je me suis un peu éparpillé dans le temps ou on est dans la même période? dans quelle période? C'est-à-dire, Est-ce j'ai fait qu'on est en dans la... 2019 la traversée de la Manche. Ok, donc c'est à peu près 4-5 ans après la montée de ta première entreprise, avoir monté ta Ah, première boîte. ouais, 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 quatre Ok. cinq ans après, exactement. Et pour le coup, et comment on y vient? On y vient, je suis un homme de l'eau. J'ai toujours aimé ça, hein. J'ai toujours adoré l'eau. Et que parmi les sports que j'avais envie de faire quand j'ai voulu reprendre ma santé en main, c'est mon pote Pierrot à l'époque, on vivait tous les deux à Paris, et qui me dit, viens, bah, à la piscine de Neuilly. Et on est allé nager. Bon, il s'avère que Pierrot, il est venu 2 fois. Moi, j'ai un peu continué. Et on a avancé. Et j'ai commencé petit à petit à reprendre ma santé en main sans me dire que j'allais traverser la Manche à la nage. Cependant, j'aime l'eau et j'aime l'eau naturelle. Et donc, j'ai commencé à me remettre à nager en lac. J'ai commencé et c'est un vrai mécanisme, c'est un vrai moment de plaisir pour moi que de nager en milieu naturel. Et de fil en aiguille, en est venu que j'avais un jour envie de réaliser quelque chose d'extraordinaire depuis très longtemps dans ma fameuse liste dont je te parlais du faire, avoir, être et donner. Et parmi ça, il y avait marqué de vouloir faire quelque chose sportif extraordinaire pour moi, pas pour les autres, mais vraiment pour moi. Et c'est de là qu'est née cette envie d'aller faire la traversée. C'est d'aller chercher quelque chose où peu d'êtres humains sont allés et en ont eu la capacité, même s'ils ont mis le travail, et je voulais aller toucher ça. Écoute Pierrot, si un jour tu tombes sur ce podcast, tu vois ce que tu as raté. Il t'attend toujours à la piscine ou au lac Ouais, maintenant. il le sait, on en a déjà discuté un paquet de fois. Écoute, comment ça s'est passé cette préparation? Est-ce que tu t'es dit tiens, je vais faire ça et je vais y aller un petit peu tout seul en mode autodidacte ou tu t'es dit il faut que je me fasse accompagner, il faut que je me prépare? Je sors d'un déj avec un pote qui me dit, ça te tenterait pas de faire un marathon? Il était 55 000 à Paris. Euh, c'est pour ça que j'aime le sport, moi. Moi, j'aime le sport et les aventures, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui ont tracé ce chemin avant moi. Et moi, c'est pour ça que j'aime la traversée de la Manche, c'est qu'il y a très peu de Français, très peu de personnes dans le monde qui ont réussi à faire la traversée de la Manche, parce qu'il y a un taux d'échec de l'ordre de 87%. Donc, il y a peu de littérature, il y a peu de personnes, soit vivantes ou soit qui veulent en parler. Et troisièmement, ouais, il y a tout un truc de découverte totale parce que chacun trace son chemin et chacun euh, trouve une manière et une solution pour le faire. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Attends, on va essayer de décortiquer cette partie-là parce que je sens que ça va être hyper intéressant. En fait, entre le fait de marquer déjà sur une liste et de dire je vais passer à l'action, déjà il y a quand même un gros cap mental à passer. C'est quand même te dire, entre déjà de le dire je vais le faire et le faire, tu commences à nager, tu commences à progresser, tu dis du coup que tu vas commencer par un marathon parce qu'un pote te dit de te lancer dedans. Pas Ok. du tout. En fait, je te faisais la comparaison sur Ah le ok, marathon. En fait, moi, j'aime aller faire des trucs sportifs où il y a peu de personnes qui l'ont fait. ok. J'aime faire des aventures. Pour moi, c'est une aventure. Ça reste encore très aventure. Ça reste des cercles très fermés. On est très peu à le tenter, très peu à le réussir et qu'il y a une barrière à l'entrée qui est quand même assez forte. Et tu vois, par exemple, moi, les marathons et des choses comme ça ne m'intéresse pas du tout.
les trucs sportifs comme cela ne m'intéressent pas. Ça ne Est-ce m'intéresse que pas. Et pas, t'as... et... Excuse-moi, oui. Euh, Vas-y, vas-y. trouve ce que tu cherches là. Ouais, ouais, vas-y, je t'écoute, hein. Je vais te montrer un truc. Je Vas-y. t'écoute, hein. Euh, Est-ce que tu as documenté un peu le sujet avant de te dire je vais me lancer? Tu avais déjà creusé un petit peu les taux d'échec, tout ce que tu viens de me dire, ou c'est arrivé par la suite, ça? Bien sûr que je me suis documenté. Il y avait quand même un peu il y avait quand même un peu de presse et il y avait un peu de choses autour de ça. Mais, mais après, j'ai rencontré plus d'une dizaine de personnes qui l'ont fait, anglais, venant des pays du Commonwealth. Je les ai Ok, étudiés, j'ai écouté tout le narratif qui se racontait sur la réussite ou la non-réussite du projet. Et ensuite, j'ai décomposé mon projet de trois grands axes qui sont la natation longue distance et la gestion du froid. Celle-ci, elle dévoluait à mon head coach qui s'appelle Mathieu Tivol et qui avait déjà fait passer un nageur et qui a eu l'intelligence de m'expliquer ce que c'était, l'intelligence de me faire patienter et l'intelligence de s'adapter au nageur que j'étais. Et pour t'expliquer, une préparation de traversée de la Manche, c'est là où on en vient. Je ne pense pas avoir la solution, j'en ai trouvé une. Ça m'a pris 1300 kilomètres d'entraînement en une année. ok, c'est pas mal. J'ai passé 15 jours complets dans l'eau. Ok. Ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est la gestion du froid. Et au-delà des entraînements à l'extérieur, j'ai pris plus de 200 bains froids. Donc, ça veut dire que je me mettais dans des bains pas glacés. Ça, c'est un autre débat. Dans des bains froids de 10 degrés et j'y restais jusqu'à 30 minutes en statique sans bouger. Et tout, c'est le travail d'effet cumulé de ce travail-là qui m'a permis de me dire que j'étais en capacité de pouvoir prendre un bateau, parce que pour avoir un bateau, il faut être capable de nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 15 degrés. Moi, mon test, il s'est fait dans une eau à 11,5. Ok. C'est le jour et la nuit. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de ne pas avoir de problème de santé et de passer une très, très grande batterie de tests pour pouvoir accéder à ça. Bah, ça allait justement être ma question. Voilà, est-ce que, en fait, comment ça se passait les tests? Est-ce que tu en avais passé? Mais ok. Donc, déjà, franchement, l'exposition au froid sur longue durée, c'est déjà extrême, je vais t'entendre. Moi, tu vois, je suis un grand amateur de l'exposition au froid, mais pas sur de la longue durée, sur des petits shots de, de dopamine, toi, de réveil. Si la longue durée, ça doit être vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a eu un gros travail également de respiration, d'apprendre à te connaître, un gros travail mental. Euh, Comment tu apprends ça à ta famille? Tu dis, écoute, tiens, bah, je vais partir un petit moment dans l'eau. Je sais pas si je vais revenir. Enfin, si, t'es encadré, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a de la sécurité et comme toute personne qui veut mon bien et qui a peur déjà pour elle-même et autres, ça n'a pas forcément été bien pris euh, il y a eu beaucoup de réserves parce que je fais partie des gens très entrepreneuriales qui arrivent toujours avec un nouveau projet, un nouveau truc en tête en disant tiens, je vais faire ça. Donc tu vois, c'était un truc de Il est non, ne fais complètement pas ça parce que fou, c'est c'est n'importe dangereux. quoi. Hein? De quoi? Il est complètement fou, c'est n'importe quoi. Ça lui prend comme ça. Ouais, carrément. Et après, par exemple, ma mère qui est nageuse, mon grand-père, elle était aussi, mon grand-père était nageur de long. Et ma mère qui était une nageuse, qui était prof de sport agrégée, euh, quand je lui énonce ça, elle me dit 6 fois le mot non dans la phrase. Et elle a raison, en fait. Moi, j'entends souvent les mecs dire oui, tout le monde il est contre, tout le monde il va critiquer et machin. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ma mère joue son rôle de mère. C'est elle veut me voir en sécurité et n'importe quelle mère trouverait ça débile que de s'envoyer 14 heures dans une eau à 16 degrés. Enfin, c'est, sauf que il y a ce moment donné-là, c'est là où c'est de t'asseoir avec ta peur, en fait. Un, tu as la peur des autres et puis il y a la tienne entre toi et toi-même. Et moi, mon mécanisme là-dessus, je lui dis, maman, écoute, je t'aime plus que tout. T'es ma mère et j'ai envie de te faire profiter de ce voyage-là, mais les 6 premiers mois de la préparation, je vais moins te voir ou je vais moins t'en parler. Et le jour où tu es prête, dis-le moi et je t'emmène à un de mes entraînements, je te présente mon équipe, je te présente comment c'est structuré. Et au lieu d'aller à l'encontre en disant elle a tort, je vais lui montrer qu'elle a tort, je m'en fous. C'est j'ai envie qu'elle en fasse partie, voici le rôle que j'aimerais qu'elle ait. Si elle le prend pas, elle le prend pas. Mais si elle décide de le prendre,
je te dis, dans quelques temps, tu pourras venir et tu vas te rendre compte que c'est pas si dangereux que ce que tu penses. Je trouve ça très intelligent comme approche Et de ça, pointer les on choses n'est comme plus ça. dans un mécanisme de je vais te montrer, je suis le meilleur, je vais te montrer, je vais vous prouver que papa, maman, je vais faire X ou je vais faire Y. Parce que cette énergie-là, elle tient pas longtemps. C'est une énergie de notre côté sombre, de jalousie, de prouver beaucoup de choses. L'énergie la plus importante dans un projet comme celui-ci, c'est ta capacité à composer avec tous tes pourquoi profonds. Et pour moi, c'est un des sujets, tu vois, là, j'ai la carte de la traversée qui est juste en face de moi là. Le, l'un de mes sujets profonds, c'est que j'avais envie de me prouver que je pouvais réaliser des choses extraordinaires. Extraordinaires pour moi. Mm. Quand je la vois en face, ça me fait chialer, ça me fait kiffer, ça me fait vibrer, ça me fait tout ce que tu veux. Et après, j'ai utilisé plein de mécanismes pour pouvoir le faire. Et donc, le froid, ensuite, la bouffe. Tu vas cramer 10 000 kilocalories dans la journée. Moi, j'ai perdu 1 kilo de graisse pure, sachant que je faisais 100 kilos à l'époque pour pouvoir ne pas avoir de sujet sur le froid. Donc, je me suis On t'a entouré fait, d'un, excuse-moi, ouais, j'allais dire, ouais, on t'a fait prendre du poids volontairement pour être plus résistant au froid. bien sûr, j'ai Ok. fait ce dont pourquoi mon corps est fait et j'ai utilisé ce dont pourquoi mon corps est fait. Donc, la graisse est vraiment le meilleur protecteur possible et imaginable. Donc, ouais, j'ai pris de la graisse sciemment pour ne pas avoir de problème de gestion du froid. Et donc, pour ça, je me suis entouré d'un nutritionniste, sachant que je suis en plus végétarien, donc ce qui change strictement rien, c'est juste que j'ai des apports caloriques complètement différents que ce que connaissent la plupart des nutritionnistes, notamment dans le sport d'assez haut niveau. Et voilà, et la troisième partie, c'est la préparation mentale. Ça a beau être mon job, ça a beau être ce que j'aime faire, il y a des types qui sont beaucoup plus forts que moi sur certaines choses. Et donc, je suis allé sélectionner des personnes pour aller m'aider à passer certaines barrières. Et moi, l'une de mes plus grandes peurs, c'était ma peur de briller et d'accepter cette partie de moi. Et et il y en a qui ont peur d'échouer. Moi, j'avais plus peur de réussir, ce qui peut paraître très particulier, mais j'ai énormément fait beaucoup de travail sur moi, ne serait-ce que pour même accepter le fait que j'ai le droit d'avoir un bateau et que je me donne l'autorisation de pouvoir réussir totalement. Par contre, quand je suis sur le bateau, il n'y a pas d'autorisation, pas autorisation, il n'y a pas tout ça. Il est 2 heures du matin, je suis une machine de guerre et je rentre et ça, je l'ai construit. J'ai C'est construit cet l'exemple que je vais te athlète. poser, ouais. J'ai construit ce mec-là. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je suis en 1300 km d'entraînement, tu t'imagines quand même que je suis allé voir plein de situations diverses et variées Mm. qui sont conditions météorologiques calme plat à des conditions de tempête totale où les nageurs sauveteurs ne voulaient pas aller me récupérer parce que je me suis mis moi-même dans des conditions météorologiques très très dures et très très compliquées. Est-ce que Je me suis éclaté à aller éduquer mon cerveau et à m'éduquer, à me donner l'autorisation. Et je l'ai fait par le travail, par vraiment ce truc d'aller nager tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le deuxième par l'acceptation, on va dire, plus mentale et d'aller éclater quelques croyances qui pouvaient me limiter à ce moment donné-là. c'est, en fait, j'allais dire, voilà, c'est également le fait, merde, j'ai plusieurs questions qui me viennent à la fois. Euh, Déjà, je trouve ça bien, comme tu as dit, le fait qu'on donne une autorisation ou pas d'aller nager parce que, en gros, c'est-à-dire que comment ça se passe? Il y a des sauveteurs, enfin, ils sont déjà au courant que tu Ah, vas nager, il y a des sauveteurs qui sont prêts à intervenir. Comment ça se passe déjà? non, j'ai fait un entraînement dans le sud de la France. Et comme je ne voulais pas la traversée de la Manche, il peut y avoir des changements météorologiques très, très durs et très, très complexes Ok, à plein de moments différents. Par exemple, je te donne, moi, mon traversée de la Manche, j'ai démarré à 2 heures du matin, donc nuit noire, et j'avais entre 1,20 m et 1,50 m de vague. c'est pas J'en mal. ai pris pendant 6 heures, toutes les 4 secondes. Donc, si t'es pas préparé à ça, mentalement, et si tu ne travailles pas ton lâcher-prise émotionnel sur ce sujet-là, c'est un coup à être crispé, et c'est terminé, bonsoir, tu remontes sur le bateau. Et pour ça, je suis allé nager en conditions de tempête en Méditerranée, où je me suis amusé pendant que tout le monde était en train de mettre leur gilet de sauvetage et tout mettre. Moi, je me suis mis en slip de bain avec mon petit bonnet et ma petite paire de lunettes à 6 euros.
et je me suis amusé à sauter dans l'eau pour aller voir ce que ça faisait que de ressentir quand c'est en condition de tempête. Et à cette époque, les mecs m'ont fait signer un papier m'expliquant que si je me faisais embarquer, ils ne Décharge. venaient pas me chercher. On se décharge Je de sais ça. très bien qu'ils seraient venus me chercher. Mais cependant, s'il m'arrivait le moindre pépin, ils ne viendraient pas. Il serait pas responsable, Et quoi. ouais, et d'ailleurs, je suis le seul Mongol euh, dans cette histoire, pardonne-moi du terme, je suis le seul foufou dans cette histoire, à m'amuser dans les vagues et à sauter comme un fou parce que je suis un enfant de 3 ans et que j'ai envie de, je me suis jamais senti aussi vivant de toute ma vie et aussi flippé de toute ma vie. Et là, je suis allé m'asseoir avec une peur, qui est une peur vitale et fondamentale qu'il ne fallait pas que j'aie ou que mentalement, j'avais déjà vécu ça. Donc, s'il m'arrivait ça pendant la traversée, ça serait passé. C'est exactement ce Donc, que je... je passe mon temps à me mettre au feu. Je parle sur la traversée, sur plein d'autres choses, hein. Mais moi, c'est l'un de mes sujets, c'est de me mettre au feu. C'est exactement ce que je voulais dire, c'était le fait également volontairement et consciemment de t'avoir exposé à tout type de conditions, météorologiques, même autres. C'est le fait déjà de mentalement d'élever ton échelle de standard. De dire, tiens, je sais que ça, si ça m'arrive, je suis déjà préparé et même, ça sera sûrement beaucoup plus light le jour même, mais au moins, je sais que j'ai vécu les extrêmes. Complètement. C'était quoi tes pensées, tes émotions le jour où t'es arrivé le jour J et te dire, c'est bon, ça y est, on y est. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? De traverser la Manche, c'est 33,7 km de côte à côte. Avec les courants, ça peut monter jusqu'à plus de 60, 70 km. Euh, Quand je rentre et que je suis sur le bateau, je suis une machine de guerre. Je suis une machine de guerre. Je suis un monstre. Mais je suis un monstre, mais tu n'imagines même pas à quel point je suis un monstre. J'ai mangé 1300 bornes. Tu t'es entraîné durant des J'ai mois et des mangé mois. 1300 km. Qu'est-ce que 42, 43 km face à 1300? Hmm. C'est rien. C'est que dalle. C'est comme je disais aux pilotes de bateau, c'est normal day at the office. Et ça, c'est un sujet sur lequel je travaille vraiment beaucoup avec mes clients et même avec moi-même. C'est que l'enjeu tue le jeu. L'enjeu tue le jeu. Si tu ne joues plus, c'est là où tu vas commencer à aller mettre de, du jugement, de la négation. Tu vas commencer à aller mettre des choses qui peuvent entraver ta capacité physiologique à aller jusqu'au bout. Pour moi, j'ai tout fait pour désémotionner cette partie-là. Et d'ailleurs, la traversée de la Manche, pour moi, ne s'arrêtait pas au moment donné où j'ai mis ma main sur la plage. Elle s'arrêtait du moment donné où, avec mon coach, on rentrait en Angleterre sur le bateau et qu'on allait dans un pub, moi prenant ma plus belle ginger beer, lui prenant sa meilleure bière au monde et se poser en train de manger, moi, mes frites et lui son fish and chips. Elle s'arrêtait à ce moment donné-là, et même si je pousse l'histoire, c'est qu'il y a un bar qui s'appelle le White Horse ou les Fleurs du Mal en Angleterre, où pour toutes les personnes qui ont réussi la traversée de la Manche à la nage en mode solo et en mode sans combi, comme j'ai pu le faire, ont le Ok. droit de mettre leur nom, leur prénom sur le mur. Et moi, je trouvais ça très marrant de pouvoir laisser ma trace euh, ici. Peut-être qu'un jour, je voulais que mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants voient qu'on peut faire des choses qui sont assez extraordinaires. Et qui reste gravé, dans le sens propre, là, en plus. Ouais, tu n'imagines pas le nombre de fois où je l'ai imaginé, où je l'ai pensé, où je me suis vu le faire, où je me suis vu boire ma ginger beer, qui pour moi était l'un des coups d'arrêt. Pour la petite anecdote, je l'ai imaginé pendant des heures et des heures, et le jour où ça s'est fait, bah, le bar était fermé. J'ai jamais réussi à mettre mon nom et mon poignet. Mais ça, c'est pas grave. Ok, franchement, du coup, attends, tu l'as fait, tu t'es parti en pleine nuit, sans combi, sans rien, Ouais, t'as perdu une tête à 6 euros, ma plus belle paire de lunettes à 6 euros. Ouais. c'est génial. Ouais, carrément. Ouais. Et en fait, c'est ce que j'aime. En fait, c'est ce que j'aimais. Et c'est ce que j'aime toujours dans ce sport, c'est la crudité. C'est cru. Et t'as ton petit slibard, ta paire de lunettes et ton bonnet. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et l'élément froid.
Aussi, c'est cru, tu peux pas lui mentir. Tu, tu peux pas mentir à cet élément-là, et encore plus quand tu es en maillot de bain. Et, et, et ça fait partie des choses que j'emporterai à la fin de ma vie. Et moi, l'une de mes plus grandes peurs, euh, elle est de pas avoir d'histoire à raconter. Et ça fait partie des trucs que j'ai envie d'aller raconter. Et je m'évertue à aller chercher des choses et des histoires à raconter déjà pour moi et moi-même, en espérant qu'Alzheimer ne me rattrape pas, mais aussi pour aller partager. Et ça en fait. Super. Franchement, tu réponds à des questions que je voulais te poser après, donc c'est super. Là, tu me fais des réels cadeaux et des shorts. C'est génial. Franchement, non, mais c'est une prouesse sportive, c'est un exploit. C'est dingue ce que tu as réalisé, Ça l'est. franchement. Et c'est même, je vois, là, je sens la passion quand on reparle à chaque fois. Et c'est captivant. C'est la... Après, j'ai fait des choses même plus dures, à mon sens. Mais ce truc-là, ouais, c'est un truc qu'on peut pas enlever. En fait, tu m'as dit, qu'est-ce que tu cherches? C'est marrant parce que ça c'est ça c'est la fameuse truc faire, avoir, être et donner que j'ai écrit. J'ai écrit il y a, je l'ai écrit il y a 12 ans. Et tout ce que j'ai marqué sur cette feuille, je les ai réalisés. Super. Juste ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis que je l'ai réalisé, ça veut juste dire que à un moment donné, j'ai mis du temps, de l'attention et de l'intensité pour pouvoir le faire. Et c'est que pas du jour au lendemain. On est en train de se parler d'un sujet. euh, la traversée de la Manche, ça faisait 7 ans que je renageais. Je suis un excellent nageur. Enfin, je veux vraiment revenir dans ce truc-là. Et j'ai une petite anecdote que j'adore là-dessus. 3 semaines avant la traversée de la Manche, le champion du monde du 25 km se casse les dents sur la traversée. Le champion du monde du 25 km. Moi, je nage le 100 mètres crawl en piscine à la minute. Lui, il nage 25 kilomètres à la minute 5 et à la minute 10. Mm. Il fait son 100 mètres en 1,5, 1,10 sur 25 bornes. On ne fait pas le même sport. Moi, je suis à la fin de mon 100 mètres, je suis en PLS. Lui, il est dans une forme incroyable. 3 semaines avant, il se pète les dents. Ça me remet en question. Parce que si un type de son calibre n'arrive pas à passer la traversée, comment un nageur lambda, même si je fais partie des meilleurs nageurs en eau libre à ce moment donné-là, meilleur nageur de traversée, ça ne veut pas dire que je suis pas en plein doute. Je n'ai fait que douter en regardant ça. Le seul truc qui m'a sauvé, c'est être besogneux et de le faire tous les jours. C'est le seul truc qui m'a sauvé. Dans le sens où une traversée de la Manche, ça se gagne en plein mois de février, le 14 février, où il est 5h30 du matin, que tu dois te lever et que tu sais que tu vas te mettre dans un lac qui va être aux alentours de 6-7 degrés et que tu vas devoir y rester à un certain nombre conséquent de minutes qui risquent peut-être potentiellement de te mettre dans une hypothermie sévère. Mais aucun être humain voudrait faire ça. Mais sérieusement, c'est complètement débile vu d'un point de vue, vu de ce point de vue-là. Sauf que ce 14 février-là, il est mis au service du 15 février, du 16, du 17 février, qui en fait va être une accumulation qui va me permettre le jour J, ou que quand je vais sauter dans l'eau, si je ne me poserai pas de question de savoir si l'eau elle est chaude ou elle est froide. Ça ne fait même pas partie de mon logiciel. C'est juste un effet cumulé qui me permet en fait de pouvoir aller chercher ce truc-là. Mais si tu savais le nombre de projets où je n'ai pas mis cette intensité d'effet cumulé alors que j'y croyais tout autant. C'est juste que pour certains projets, quand on est bien entouré ou quand on a des personnes autour, quand nous, on n'a plus la foi ou quand c'est un peu plus compliqué, c'est eux qui prennent le relais. Et c'est-à-dire que les jours du 14 février, je ne réfléchis pas 10 heures à savoir si je mets mon maillot de bain dans mon sac, que je mets à l'intérieur.
que je dois aller manger et que je dois foutre mon sac et partir rejoindre mon coach à 20-25 minutes pour aller faire 15 minutes de voiture et aller me foutre dans mon lac gelé. Non, non. Mon coach m'a envoyé un message à 5h30 du matin. T'es debout, je t'attends. Rien que ce truc-là me permet de me lever, de manger correctement. Mon sac est prêt. J'ai Mm. juste à le mettre sur mon dos. Je mets mes écouteurs, ma musique est prête. J'ai juste à le mettre et à commencer à développer mon mantra. Quand tu n'as plus la foi sur certains projets à certains moments, il est important de laisser le frame le faire à ta place. Et moi, c'est un juste mélange entre le faire, déléguer une partie du frame à des gens que j'aime profondément. Parce que pour moi, l'amour est l'un des plus grands leviers de performance qui existent. Et l'autre mécanisme, en tout cas pour moi, et l'autre mécanisme derrière, c'est que quand je ne maîtrise pas, quand les gens autour de moi, personne ne va me forcer à y aller le matin, ça va être ma capacité à me reconnecter à l'un de mes pourquoi les plus importants pour pouvoir me lever et aller m'y mettre. Tu vois, excuse-moi, oui. Et c'est une balance. Mm. Tu vois, je pense que c'est déjà une très bonne morale que tu as dit aux gens, là, franchement. C'est un très beau message et un très bon rappel aussi pour certains, enfin pour d'autres. Et tout à l'heure, tu as fait une comparaison, et comme tu dis, et c'est chose qui aurait pu être éliminatoire, hein, quand tu dis que tu t'es comparé à un champion du monde, mais comme t'as dit le mot qui a fait la différence, vous faites pas le même sport. À ce moment-là, Non, peut-être que sur le coup, tu l'as peut-être oublié, mais en plus, tu l'as très bien dit là, c'est que vous faisiez pas du tout le même sport. C'est pas comparable. Donc, non. Mais sauf que c'est là où je me remercie, c'est que je l'ai intégré dans mon entraînement. Pour avoir le fameux bateau, on a fait un test et le test dont je te parlais, qui était à 11,5 de 6 heures, en tout, on était 12 nageurs à le tenter, ce ok, test-là. Sur les 12 nageurs, en face de moi, il y avait un grand nageur de l'équipe de France du 25 bornes, machine de guerre Côte Vielle qui était incroyable. Et ils étaient deux, mais c'était des brutes. Mais en termes de natation, c'était des brutes épaisses. La seule différence, Julien, lui, a réussi le truc. Son collègue qui nageait tout aussi bien et aussi puissant, d'ailleurs, ils se sont tractés les deux et ils ont avancé de cette manière-là. Ils ont nagé beaucoup plus que moi, beaucoup plus que moi. Et moi, à chaque fois qu'ils me dépassaient, ça me rendait fou parce qu'on faisait une boucle et à chaque fois qu'ils me dépassaient, et ça nageait très, très fort. Moi, j'ai appris un truc ce jour-là. Mais vraiment, hein, j'ai appris un truc ce jour-là. Je fais un test de 6 heures. Je fais pas un test de kilométrage. Je fais un test de 6 heures. hmm, L'enjeu, c'est de savoir si moi, en tant que nageur, avec l'entraînement et l'effort que j'ai fourni, je peux rester 6 heures dans cette eau-là. La réponse était oui. La réponse, et d'ailleurs, il y a eu des paris, et on n'avait pas mis beaucoup d'argent sur moi, sauf que moi, je me suis basé sur ce que je savais faire et sur le volume d'entraînement que j'avais mis au mois de février, que peu avaient réussi à mettre derrière. Et les grands monstres de la catégorie qui n'ont pas tous réussi sur le nombre de nageurs, c'est qu'ils n'avaient pas tous mis en action tout le travail d'aller nager tous les jours. C'est ça le sujet. C'est que il faut faire attention à ne pas comparer une petite partie de ce que tu vois de la personne qui est en face de toi. hmm. Toi, tu connais le travail que tu as fait. Peu importe la performance qui est à faire à ce moment donné-là, le jeu, l'enjeu, tu le jeu. Il n'y a pas d'enjeu. Moi, mon seul enjeu, c'est que mon coach, je l'appelle et que je lui dise, c'est bon, c'est fait. Ça fait déjà 9 mois qu'on se prépare à ce truc. C'était le gros jalon. Tout le monde tout le monde me prend au sérieux et même ce jour-là, j'ai réussi à avoir un bateau, ce qui ne devait pas être le cas normalement. Et c'est grâce à ce truc-là de me baser sur ce que je savais faire et sur quoi j'étais bon. Nager le plus vite possible, c'est pas mon truc. C'est pas un objectif. Cependant, je suis un nageur d'ultra fond et que par contre, tu peux me mettre à 70-80% de mon max, je suis un monstre. Je suis un monstre. Et j'ai basé une grande partie de mon entraînement sur ce mécanisme-là, mais que j'ai répété des centaines, des centaines et des centaines de fois sur 1 300 kilomètres. Ce qui est pas mal. C'est Ce quoi là? qui, ce qui commence à faire un peu de distance. Ouais.
Pour pas trop m'attarder, parce que sinon j'aurais toujours des questions en vrai à te poser sur ce sujet-là, c'est quoi la plus grande leçon que tu aies pu tirer, si tu devais en tirer qu'une seule, de cet événement, de cette traversée, et de toute cette préparation même? Parce que c'est un tout. Ça, c'est un mix entre entrepreneuriat et ce type de projet-là. C'est entoure-toi de gens avec qui tu as envie d'aller au front, quoi. Super. C'est moi, ça me saoule de. Moi, je suis incapable de bosser avec des numéros 10 s'ils sont odieux et humainement on s'entend pas ou on a des valeurs différentes. Je sais pas faire. Mais je pense que j'espère qu'il y a des gens qui se le disent pour moi aussi, hein. Mais ça me, euh, je, je, je- j'ai un espèce d'amour. J'ai vécu que des bromances avec les coachs avec lesquels j'ai travaillé, les coachs sportifs avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit pour mon combat de boxe ou que ce soit pour la traversée de la Manche, mais aussi pour d'autres choses. En fait, moi, j'adore être avec des gens qui sont passionnés, qui ont les, euh, les yeux qui s'éclairent et qui ont envie d'apprendre dans le process Les et mêmes qu'on a des valeurs et qui choses à sont prêts s'apprendre. à s'investir, quoi. Ouais. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un mec que je paye juste pour qu'il m'envoie mon entraînement. Est-ce qu'il y a Mathieu, on a partagé des moments qui sont peut-être même plus beaux que l'arrivée de la traversée. Et, et c'est ça, moi, que j'aime. C'est ça, moi, que je veux faire. C'est ça, moi, qui me fait kiffer entrepreneurialement parlant. C'est ça que j'aime. C'est m'entourer de personnes, putain, avec lesquelles j'ai envie d'aller au front. Et des fois, ça s'arrête. Et des fois, ça fait mal. Et des fois, mais putain, mais sans ce truc-là, pour réaliser un truc aussi extraordinaire, c'est d'une difficulté forte. C'est vraiment ces moments assez difficiles. Tu passes déjà suffisamment, et les épreuves de ce truc-là sont déjà suffisamment dures. Si tu savais le nombre de personnes qui m'appellent en me disant moi aussi, je veux traverser la Manche à la nage. Et moi, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop cool, je suis trop content pour eux. Mais rappelle-moi après l'hiver. Parce que, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est pas très compliqué, hein. Je suis pas l'homme le plus rapide, je suis pas le plus vieux, le plus jeune. J'ai des potes handicapés qui l'ont réussi. Tu vois, mais le vrai secret de toutes les personnes qu'il y a eu à l'intérieur, c'est de travailler de manière complètement intelligente et d'essayer d'apprendre le plus vite possible pour pouvoir ne serait-ce qu'aplayer d'avoir un bateau. Après, le jour J, c'est un autre débat. Tu vois, là, pendant que tu disais ça, je faisais un peu le parallèle avec moi et dans ton message, même, clairement, je m'identifiais totalement dans le fait de s'entourer de personnes qui ont faim et voilà, qui veulent la même chose que toi et qui veulent surtout avancer. Euh, et je faisais un peu le parallèle avec ma propre entreprise et mes projets. Et c'est et c'est cool. Parce que tu vois, c'est souvent même un truc que j'oublie, le fait de s'entourer de personnes qui veulent vraiment des choses et avancer ensemble, mais pas juste des prestataires ou des personnes qui sont là juste pour dire faire un travail et point, quoi. Il y a Et plus, encore plus dans il y a les pas la flamme. services. Ouais, bien sûr. Mais c'est triste. Enfin, et moi, c'est un vrai sujet sur lequel je travaille. C'est une phrase d'Orelsan que j'adore, mais c'est la médiocrité commence là où les passions meurent. Et moi, j'ai été pendant très longtemps dépassionné, sans avoir le truc. Putain, ouais, je préfère vivre ma vie avec panache, quitte à ce que je me plante, quitte à ce que je sois pas totalement là où j'ai envie d'être, quitte à ce que ça me frustre. Mais je préfère choisir ma frustration et ma peur que d'en laisser une m'emmener dans un bain de médiocrité. Très bien dit. C'est pas, c'est pas ça marche pas tous les jours, c'est pas facile tous les jours. Même je dirais que émotionnellement, c'est même beaucoup plus difficile. Mais il y a quand même une envie profonde, ouais, de ça. C'est un truc chez moi qui est très fort et qui est très présent. Dis-moi, je passe du tout au tout. Petite question, combien de temps as-tu encore devant toi? Là, je peux avoir une petite demi-heure. Ok. Parce que c'est en fait, sinon j'allais te dire, si t'as que moins de 15 minutes, je passais directement à la partie de fin. Vas-y. Non, non, vas-y, go, go, go. Allez, Ok. une petite demi-heure. Je mets juste à mon contact que je vais avoir quelques minutes de retard. Je vais aller à l'essentiel quand même. On va avec une question très simple. Est-ce que clairement, bah, sur tout point, hein, professionnel, personnel, humain, sportif, peu importe, est-ce que tu as eu un troisième et dernier événement qui a marqué et changé ta vie? Ah, il y en a eu tellement. Euh, Est-ce que ton entreprise actuelle a été un peu une finalité de... Mes relations en ont été. euh, Mes fins de relations en ont été. Le faire un combat de boxe devant 500 regards en a été une. C'était 4 ans d'entraînement.
Euh, Liquider ma première boîte, comme on en a parlé, en a été une aussi. Il y en a plein. En fait, il y a plein de choses qui ont marqué. Mais si on reste dans la veine de ce qu'on s'est dit, Ouais, sinon, faut que je euh, lance un autre podcast, hein. Faut qu'on en fasse un deuxième. ouais, la boxe en est une pour moi. La boxe, Et boxe j'étais thaï, boxe anglaise. anglaise, Anglaise? le noble art. Euh, pourquoi ça en est une? C'est que, encore une fois, je vais avoir des histoires à raconter. Et en fait, moi, je comprends pas les mecs qui font je pars un mois et je combats. Il y en a qui le font, hein, mais en fait, je trouve que c'est une espèce de fausse consommation de l'expérience. Et d'ailleurs, les locaux le comprennent très bien. Ils te le font vivre. Mais en fait, tu vis pas ce que c'est concrètement, ce que c'est que le travail d'une vie ou le travail de plusieurs années et l'entraînement de plusieurs années pour arriver à certains niveaux. Et je trouve qu'on vit pas vraiment l'expérience. La boxe, c'est 4 ans de travail. 4 ans. 4 ans à me buter, 4 ans à faire du sparring, 4 ans à monter sur le ring alors que j'ai peur de mettre un coup de poing dans la tête de quelqu'un d'autre. 4 ans pour aller comprendre que j'ai le droit d'être un mec qui avance et qui a envie d'avancer sur l'autre en face et qui va peut-être et même sûrement lui faire mal. Ça a trait aussi à la puissance du yang. On revient au tantra. Ça en vient à la masculinité en tant que telle. Enfin, tu vois, je trouve que c'est intéressant quand tu commences à aller vraiment dans le fondement du truc. Et l'un des trucs les plus marquants, c'est d'avoir 500 personnes qui te regardent en train de combattre et de comprendre pourquoi ça a un rôle dans la société. Et de là où je suis parti, du non-violent formé à la personne qui a quand même envie le mec se met en face de toi et on a tous les deux signé et on se dit qu'on va se la coller, qu'on va se la mettre jusqu'à apprécier de faire ça. Et j'ai pas dit que j'appréciais de taper les gens. Je dis Non, juste que voilà, c'est ça que je veux dire. j'apprécie l'art du noble art et j'apprécie sur un sparring sur le fait que on a signé la même chose. On a signé le même truc. Ouais, vous n'êtes pas venu Et juste pour en découdre, vous êtes venu pour l'art du sport et pour le fait de dire, tiens, c'est un accomplissement après toute cette préparation et tout le chemin. exactement. Et ça fait partie du deal. Et que la canalisation de la violence, de choses un peu viciées, et de la mettre sur un ring est très intéressant. C'est une partie et une facette de soi qui est intéressante à aller creuser. Et moi qui suis un amoureux des ombres de Jung, je ne suis pas psychologue, mais je suis un amoureux de son travail sur les ombres. Je trouve ça assez incroyable aussi d'aller jeter un coup d'œil aux parties moins belles de notre personnalité qui fait aussi partie de notre personnalité. Et je trouve que la boxe est un très, très beau terrain de jeu pour le faire. Et s'il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas comment travailler leur énergie et qui pourraient vraiment l'apprendre dans la culture de l'art, et je dis bien de la culture de l'art martial. Hmm. Ouais, moi, je suis partie de la génération. Bon, c'était quand j'étais tout petit, donc c'est pas comparable. Mais on a tous fait du judo, ma génération. Donc, mais les valeurs étaient là. Et c'est des valeurs formatrices, des valeurs. Bah, c'est un art martial, hein. Donc, C'est un art martial, bien sûr. Mais là, c'est que là, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller puiser au fin fond de soi. Moi, je te dis, je pars très, très loin. est-ce Et ouais, ça a été un des trucs assez formateurs parmi plein d'autres, mais qui m'ont permis d'aller me re-questionner sur ma masculinité, d'aller me re-questionner sur mon énergie, d'aller me re-questionner et de me faire remettre à ma place. Parce qu'il y a des sparring, ça se passe pas très bien. Il y en a d'autres où tu penses avoir une maîtrise totale et ça peut se renverser d'un coup. Et je trouve que c'est une belle allégorie de la vie. C'est une très, très belle. J'adore les films un peu cheesy sur la boxe, notamment de boxeurs qui viennent de nulle part et qui ont réussi et dédicace à Bruno Suras pour ceux qui connaissent et qui sont arrivés jusque-là. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc tu vois, de pouvoir, la boxe peut t'aider à te sortir de plein de choses et notamment à faire aussi sortir certaines émotions quand tu tapes dans un sac qui peuvent être aussi vraiment salvateurs. Et, et ça, combattre devant 500 perdus, ça a été pour moi une belle expérience de vie. Et aussi, j'ai perdu, donc ça a été encore une plus belle expérience, même si je déteste perdre. comment, est-ce que ça faisait déjà partie de ta to-do list, ça? Le combat? Oui. Non. Non? C'était en Non, plus. mais c'est un de mes potes qui m'a vu en PLS après avoir traversé la Manche,
Je suis allé faire de la nage en eau glacée, donc je suis nageur de kilomètres en eau glacée. Et au bout d'un moment, ça me gavait. Et en fait, qui est venu me voir en disant, tiens, viens mettre les gants. Ensuite, j'ai commencé à mettre les gants contre lui et il m'a vraiment avoiné et je suis tombé vraiment piqué au sport, à ce sport-là. Et moi, je sais pas faire 10 trucs en même temps. Donc, j'ai arrêté de nager et je me suis mis vraiment à la boxe. Je boxe 5 à 6 fois par semaine. C'est justement être ma question, ouais. Savoir. Ouais, ça fait partie de ma vie. Le sport fait partie de ma vie. Est-ce que, en fait, ouais, je voulais savoir, est-ce que tu continues toujours la natation aujourd'hui ou est-ce que c'était vraiment une phase de ta vie, tu te dis, ok, maintenant je passe à autre chose? Je vais nager un peu de temps en temps, mais non, ça a été une phase de ma vie. À mon grand dame, j'aimerais pouvoir en faire beaucoup plus. Mais moi, aujourd'hui, je vis à Paris. Donc très compliqué, et je suis un nageur de milieu naturel, donc ça reviendra. Je sais que ça reviendra, mais il y a un temps pour tout. Et comme j'aime les extrêmes, il n'y a pas plus opposé que la boxe et la natation longue distance, même si ça reste un sport individuel. Mais ça a été vraiment d'aller chercher l'opposé et d'aller chercher aussi, d'aller voir ses propres peurs, hein, parce qu'il y a des mecs qui m'ont mis des corrections sur le ring et dans l'autre sens. Et il y a toujours un espèce de respect autour de ça. Moi, j'ai un énorme respect pour les boxeurs et j'ai eu l'opportunité de travailler avec certains. C'est quand même un sport qui est pas anodin, qui tu mets ta santé toujours en jeu et c'est un sport qui est vraiment, vraiment difficile. Non, j'allais dire tout sport, enfin, même en dehors là, le sport de combat, t'es confronté forcément au réel directement, euh, vu qu'il va pas clairement pour te taper, mais tout sport à niveau extrême aussi, ta santé, au bout d'un moment, elle y passe. Enfin, c'est difficile d'allier performance santé. Et Ah, c'est sûr. Mais la haute performance n'est pas bonne pour ta santé, hein. Elle l'est pas. Enfin, faut pas se leurrer. C'est parce que tu vas pousser ton corps dans certaines filières qui sont, qui vont au-delà de ce qu'elle peut faire ou de ce qu'elle aurait dû faire. Donc, mécaniquement, c'est ça, hein. C'est déchirer tes fibres musculaires si tu veux prendre et d'aller en recovery et de faire que le recovery, tiens, prend le moins de temps possible. Enfin, tu peux le prendre de plein de manières différentes. Et là, moi, en ce moment, j'ai l'opportunité de travailler avec un champion olympique. Euh, et moi, il m'a dit une phrase que j'adore et que je me dis souvent entrepreneurialement parlant et que je trouve vraiment ça assez chouette. Il me dit, c'est Grégoire, en ce moment, je suis dans un tunnel d'entraînement qui est horrible. Je m'entraîne tous les jours, j'ai mal tous les jours, j'ai envie je gerbe mes tripes tous les jours. Mais il me dit, à chaque fois que je suis sorti d'un tunnel, j'ai toujours appris et j'ai toujours été beaucoup plus performant qu'avant. Et il y a un temps pour tout. Et il y a un temps des fois pour hustle, il y a un temps pour vraiment y aller. Et il y a un temps pour prendre du recul. Et je pense que plus tu es performant, plus tu es en capacité de comprendre ce mécanisme-là en toi, qui est quand est-ce que tu peux vraiment y aller et quand est-ce que tu dois prendre du repos et beaucoup plus de recul par rapport à ce que tu es en train de faire. Et l'enjeu des plus gros performants, et notamment même entrepreneurialement parlant, est celui-ci. C'est ta capacité à savoir quand est-ce que tu sors du tunnel, que tu vas te reposer ou tu vas en faire autrement, et au moment donné où tu vas te remettre dans le tunnel. je suppose du coup que tu as abordé ton combat de la même manière que tu as pu aborder la traversée de la Manche, dans le sens, je vais m'entourer de personnes avec qui, voilà, la bromance, comme tu as dit tout à l'heure le terme, avec qui je fusionne, qui en veulent et qui me tirent vraiment vers le haut, enfin vers le haut. T'arrives avec la fin sur le ring, te dire c'est bon, je sais pourquoi je suis là et je sais que, euh, enfin oui, je sais pourquoi je suis là, j'ai pas d'autre mot à dire. J'utilise exactement le même mécanisme, exactement le même, et que je vais aller faire des guerres en sparring. En fait, je découvre rien sur le ring. Je vais aller me mettre contre des types qui me miment minables. Euh, j'ai choisi, hein, personne ne le demande, mais moi, quand j'ai un objectif, j'ai envie d'aller au feu et j'ai envie d'aller dans l'épreuve du feu. Et le deuxième, c'est que j'avais un coach, cette fois-ci, très intelligent, qui connaît ma boxe, qui a su l'adapter au regard du combat que j'allais faire et à la personne que j'avais en face de moi et qu'on a pris mon niveau. On a essayé de le faire monter le plus possible rapidement. J'avais déjà un assez bon niveau, mais tu vois, de monter un peu en puissance et tu vois, de tout lâcher sur le ring. Et il m'a dit un des trucs les plus intelligents que j'ai entendu euh, pour plein de raisons diverses et variées, mais la semaine avant le combat, je me sens à des moments comme la plus grosse merde de la planète. Et à des moments comme donné comme le meilleur boxeur au monde. Je sais très bien que c'est pas vrai, mais et je suis dans une espèce d'oscillation émotionnelle tout le temps et constamment. Ça ne m'arrive presque pas. Je suis assez.
Sur la partie émotionnelle, je suis assez stable. Mais là, je suis vraiment dans un truc de... Et ce jour-là, quand quand on arrive au jour du combat, je suis dans un espèce de bien-être que je n'ai jamais ressenti. Il me regarde, il fait, je suis très content que tu aies exorcisé une partie de tes démons avant de monter sur le ring. Parce que le ring, c'est pas le bon endroit pour le faire. Hmm. Et en fait, quand je monte quand je monte dans le ring, je suis d'un espèce de calme, d'envie d'y aller, peu importe les conséquences, mais j'ai envie d'y aller et je dirais même que la manche m'a appris que je suis né pour ce genre de choses. C'est beaucoup de choses que je me répétais. I'm born for this, I'm born for this. Je suis vraiment né pour ça. Et quand je suis dans le ring, putain, c'est un kiff. C'est c'est un kiff incroyable. Et tu vois, je fais tout pour que l'enjeu ne tue pas le jeu. Où est-ce que tu as combattu, dis-moi? Je suis allé au Temple Nobart. J'ai fait À Paris? le gala de ce temple à Paris. Et ensuite, après, je suis allé faire d'autres combats dans des clubs beaucoup plus sportifs. Tu t'as parlé du fait de combattre devant 500 personnes. Est-ce que, Ouais. une fois sur le ring, les 500 personnes disparaissent? Ou est-ce qu'il y a toujours un regard vis-à-vis des autres? Moi, à ce moment, je m'en fous. Je m'en fous parce que, en fait, j'ai un espèce de respect parce que tous les gens autour du ring ne seraient pas montés. Il Hmm. y en a très peu qui seraient montés. Donc, que les gens t'aiment ou t'aiment pas, que les gens aiment le personnage que tu montes quand tu montes sur la ligne ou pas, c'est pas un sujet pour moi parce que tu es en train de te faire juger par des personnes qui ne montraient pas. Hmm. Donc, ça a peu d'importance. Je dis pas que Et, ça n'en a pas, je dis juste que ça a peu d'importance. ok. Et le fait également d'avoir perdu, pareil, même optique, même état d'esprit. De dire que Je tiens, déteste perdre. c'était Après, pas un chaos la ou c'était juste un manque boxe, de points? j'ai perdu d'un point. Ok. On a fait un combat qui était incroyable. Je connais mon adversaire, on en a reparlé. Le combat, il était trop bien. Ok. C'est vraiment plaise, c'était vraiment chouette. Enfin, c'était un très beau combat. Et, euh, et après, ça reste un sport de juger. Et si tu veux traiter des blessures d'injustice, il n'y a rien de mieux que la boxe. Parce que entre ce que ton coach voit, ce que le coach de l'autre voit, il y a du jugé, il y a une mécanique humaine qui vient se mettre, il y a du jugement, il y a de la perception qui vient se mettre. Donc voilà. Mais c'est que c'était mon chemin et que ça m'a dégoûté, que je suis dégoûté et que je pensais avoir fait l'effort et le max supplémentaire pour le faire. L'arbitre l'a vu autrement. Donc ça veut dire que sur un prochain combat, il faut le faire différemment, tu vois. T'envisages d'autres combats, oui, C'est la dorénavant? vie. Pourquoi pas après, ça reste un sport où tu mets ta tête et tes neurones en stand-by. Je peux faire des trucs un peu foufou, je boxe toujours, mais j'essaie quand même de préserver ma santé. C'est quand même quelque chose d'hyper important. Avant de clôturer, je vais terminer sur une dernière question. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, même en dehors de la boxe, que tu envisages d'aller viser d'autres extrêmes, que ce soit sportivement ou autre? Oui, bien sûr, on t'a parlé du jugement. L'une de mes peurs, je trouve que la danse, moi qui me considère pas comme un artiste, où on m'explique que dans ma famille, on ne sait pas danser, c'est faux. Donc, je suis en train de me tâter. J'aimerais aller faire de la compétition de tango, par exemple. Super. Et là, c'est en sport à deux, en sport de couple. C'est marrant. Il y a des choses à aller faire là-dedans. Ouais, il y a plein de choses que j'ai envie d'aller faire. J'ai envie de remplir le Grand Rex. Il en fait plus de 80 conférences. J'ai envie d'avoir l'une des meilleures boîtes de coaching déjà en francophonie et après à l'international. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie et j'ai plein de sujets, j'ai plein de rêves, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre et de mettre en place. Il y a un temps pour tout et il y a un temps vraiment pour le faire, mais en tout cas, ouais, ça fait partie de certains de mes objectifs. Ouais. Écoutez, j'invite tout le monde qui écoute ce podcast pour en savoir plus sur Grégor à aller voir directement ses réseaux. Euh, Parce qu'aujourd'hui, le but, c'était surtout d'aller explorer les moments qui ont changé ta vie et qui t'ont construit. Mais je pense qu'il y a plein de facettes qu'on aurait pu aborder et qui seraient extrêmement intéressantes, dont l'aspect professionnel qu'on a rapidement parlé.
bah, qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, je vais terminer sur une clôture en te posant 7 questions-réponses. Il y en a certaines que tu as déjà répondu, mais écoute, peut-être que tu pourras me donner une réponse un peu différente ou Vas-y. avoir une émergence qui te sort de la tête. Je dois répondre Euh, en mode court. c'est toi qui vois. Tu, Vas-y, tu ok. réponds Très comme bien. tu Vas-y. veux. Euh, J'en ai d'ailleurs en plus une autre qui me vient en tête. Vas-y, vas-y. Si quelqu'un traverse aujourd'hui les mêmes épreuves que tu as pu faire ou que tu as pu vivre, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Euh, Tu parles de quoi? Du deuil? Tu parles de quoi? Globalement, s'il venait avoir un parcours qui serait proche du tien, ce serait pour pas Comprends faire tes émotions. comprendre tes émotions. Moi, je pense que l'un des plus gros facteurs humains, c'est de comprendre ce système émotionnel, savoir ce qui nous fait réagir, savoir ce qui nous fait pas réagir, et de comprendre les histoires qu'on se raconte derrière. C'est le plus gros skill que tu peux développer. Comprendre son fonctionnement. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est le cas de mon travail. Donc, je vais lire les questions Mhm. et je vais éviter d'interagir dessus. Si tu n'avais pas réussi à te relever ou affronter ce que tu as vécu, qu'est-ce qui, selon toi, aurait été ton plus grand regret dans ta vie? C'est de finir, c'est de finir au fond d'un verre d'alcool et à parler avec mes potes de PMU en leur disant que j'aurais pu faire ça y est ou que j'aurais pu faire ça. Et, et, euh, Et on fait tous plein de choix divers et variés, on fait tous plein d'erreurs, Mais ce truc-là, c'est que la plupart des grandes questions, on les connaît, on les sait. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, écouter un peu son gut feeling et d'y aller. Euh, donc j'aurais pu devenir plein de choses différentes, j'aurais pu faire plein de choix différents. Mais celui-là en est un. Tu vois, ça, on sait qu'on a des événements marquants sur lesquels on aurait pu changer complètement le cours de notre histoire. Et c'est important de voir ces questions-là, de prendre un peu de recul et d'y aller, de dire oui ou non, mais de faire un vrai choix par rapport à ça. Le non-choix est la pire chose que tu peux te faire. Ta métaphore du PMU, ça me fait penser à chaque fois que tu l'as dit, ça me fait penser à la phrase dans la série Bref, dans la saison 2 qui est sortie, qui dit il voulait s'asseoir 5 minutes, finalement il s'est assis 20 ans. Bien sûr. Mais des gens ultra intelligents, très très forts, enfin, je peux te mettre va dans un PMU, va jeter un œil. Mais j'ai pas de problème avec ça, hein. Je dis juste que le, c'est d'apprendre à jouer avec des émotions qui ont des valences plus ou moins négatives. Et ces valences-là c'est que on nous apprend pas, mais que à chaque fois que tu ouvres une vraie porte, celle de certaines peurs, celle de certaines choses, c'est là où il y a du putain de miracle derrière. C'est là où il y a du miracle derrière. C'est là où il y a des choses qui vont te faire avancer. Et sinon, tu te retrouves à faire comme Jean-Paul Rouve dans Bref 2, que j'adore. Est-ce J'ai qu'il pas y vu a un Bref 2, rêve? j'ai juste vu Rouve. Comment? Je dis que j'ai pas vu Bref 2, les autres épisodes, mais j'ai vu d'où vient la citation. Ok. Est-ce qu'il y a un rêve que tu portais au fond de toi avant tout ce que tu as traversé, toutes ces épreuves que tu n'as pas encore réalisées? Et si tu avais la possibilité de le faire maintenant, qu'est-ce que ce serait? Mm. Non. Là, aujourd'hui, je peux pas te dire, je réalise ce qui m'importe. Aujourd'hui, avec le niveau de connaissance, de compétence, de qui je suis, et d'aller là où j'ai envie d'y aller. Est-ce que c'est facile tous les jours? La réponse est non. Est-ce que je procrastine? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile? La réponse est ça n'est pas facile. Mais, euh, l'autre sujet, au-delà de pas avoir d'histoire à raconter, c'est la nostalgie me fait peur. Et tu vois, j'ai pas de rêve depuis tout petit en me disant que, d'ailleurs, ça a été un vrai problème pour moi pendant très longtemps, en me disant que je suis pas passionné, mais curieux et tout ça. Et en fait, là, j'ai juste inscrit ce qui me fait kiffer, là où j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie, et je m'entoure de peu de gens avec lesquels j'ai envie d'aller le faire. Si tu pouvais revenir dans le passé et changer ce qui s'est passé, est-ce que tu le ferais? Pourquoi? Pourquoi pas? Le performeur que je suis répondrait la même phrase que Kylian Mbappé. Oui, oui, bien sûr, je reviendrai dans le passé et changerai plein de choses. Mais le, 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 le scientifique que je suis me fait dire que je peux pas.
et que je peux faire des milliers de suppositions. Euh, L'important, c'est de faire des recs de ce qui s'est passé, des vrais retours d'expérience, de faire des vrais feedbacks et de les mettre en action là tout de suite maintenant. Donc non, je changerai pas. Je changerai strictement rien, je changerai pas une ligne. J'ai fait de la merde, j'ai fait des trucs de ouf. Que ce soit ma liquidation, que ce soit les prises de tête avec mes associés, que ce soit la revente de ma troisième boîte, que ce soit, je changerai rien, même si il y en a qui me détestent pour ça, il y en a d'autres qui m'aiment pour ça, il y en a d'autres, c'est pas facile à vivre tous les jours, mais euh, je n'en vois pas l'utilité. Cinquième question. Non, quatrième, pardon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi? Si tu devais... Ah, ça se lie un peu avec la question que je t'ai dit plus haut. Si tu devais tout perdre de nouveau, quelle est la seule chose que tu voudrais garder? La curiosité. La curiosité te sauve de tout, la curiosité te permet d'avancer de tout, la curiosité te permet d'apprendre, la curiosité te permet d'avoir des vraies discussions avec les gens que t'aimes, la curiosité te permet d'évoluer, de grandir, la curiosité te permet d'aller ouvrir ton champ du possible. La curiosité est l'une des clés les plus fondamentales qui existent. Si tu pouvais parler à ton toi du passé, à une certaine période de ta vie, juste avant que tous ces événements arrivent, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais te faire passer? Démerde-toi. Démerde-toi. Des, c'est- cette question, j'ai toujours eu du mal avec cette question parce que elle est toujours à l'aune de notre soi actuel. Et en fait, souvent, on se pose cette question pour notre soi désiré ou pour le futur. Le système dans lequel j'étais il y a 10 ans n'est plus du tout le même que le système dans lequel je suis aujourd'hui. Les seuls skills, en fait, c'est démerde-toi et continue à développer les skills dont on a parlé, ta curiosité, 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 ton esprit critique. C'est ce qui te permettra de continuer à apprendre. Le jour où tu arrêteras d'apprendre, c'est mort. Mais je peux pas, tu vois, c'est les seuls, tu sais, c'est des méta-conseils. C'est même pas des trucs de c'est vraiment le mécanisme de continuer à avoir une bouée de sauvetage que si on te parachute dans un autre monde, dans un autre pays ou à d'autres endroits, tu sois déboussolé, mais que tu ne sois pas perdu. Est-ce que tu penses que la personne, alors même si tu m'as dit voilà que c'est c'est plus, tu n'étais pas, comment dire, les choses ont changé simplement depuis tout ce temps, entre le toi d'avant et le toi maintenant. Mais et merde, putain, je viens de perdre ma question. C'était pas du tout dans mes questions là et je voulais quand même te la poser. Ah oui, c'était ça. Est-ce que tu penses que ton toi du passé serait fier du toi d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que t'as un peu la vie que tu aurais imaginée? Je suis, euh, je serais incapable de te répondre. Pour être très franc. Tout ce que je peux te dire, c'est que le petit Grégor, pour les amoureux de la thérapie de l'enfant intérieur, vit ses émotions telles qu'elles sont et telles qu'elles sont brutes. Et à des moments donnés, il se sent bien et à d'autres moments donnés, il en chie beaucoup plus. Et ok, c'est que ça fait partie du deal. Donc, je, ouais, j'ai pas de, je peux pas te dire si je réalise, en tout cas, je peux pas dire si je suis totalement dans cette réalité-là que j'avais inscrit, mais en tout cas, je vise des choses qui m'amusent et qui me donnent envie et qui me donnent envie de jouer à l'intérieur, qui me donnent envie de m'entourer à l'intérieur et qui me donnent envie de rencontrer à l'intérieur. C'est bien, j'aime bien en tout cas cet esprit d'enfant, en tout cas, parce que c'est comme ça que pense un enfant, apprendre par le jeu. Et en Il y tout a un truc cas, dans ma corporation, c'est qu'on veut trop aller au bonheur, on pense trop que il faut aller rechercher que mes enfants soient heureux, que les trucs soient heureux. En fait, ça n'existe pas. Enfin, quand je dis ça, c'est que on a tous des moments donnés où on est heureux, il y a tous des moments donnés où on est moins bien. En fait, c'est l'impermanence de la vie et c'est la plus belle chose qui existe. Même s'il y a des étapes que je déteste, mais c'est qui me fait apprécier le moment donné où il y a plein de choses qui sont alignées, où je suis avec des gens que j'aime, où j'ai de la gratitude, comme tous les trucs qui ont été vraiment durs et difficiles. C'est l'impermanence et accepter que les choses sont impermanentes, nos boîtes sont impermanentes, nos résultats sont impermanents. Je pense que en termes de santé, tu es quand même au courant qu'il y a beaucoup d'impermanence aussi. Donc, tu vois, c'est OK, mais ça fait partie du deal.
Ça fait En, partie du deal et il y a beaucoup d'injustices. en fait, j'ai posé cette question parce que tout à l'heure, au tout début du podcast, tu me disais ne pas forcément, étant plus jeune, avoir de rêve ou d'ambition. Tu étais quelqu'un de très curieux, qui l'a toujours été. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si le toi du passé serait fier du toi d'aujourd'hui. Euh, peut-être, peut-être. Je peux pas te répondre à ça. Peut-être. En tout cas, j'ai tracé un truc qui m'amuse, que j'aime. Avant-dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui en regardant tout le chemin que tu as parcouru? Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, ce qui me rend le plus fier, c'est de pas, d'à chaque fois d'avoir essayé d'avoir renversé un peu le statu quo dans lequel je vivais. Ok, C'est d'essayer de, je pourrais être encore maçon en fait, et c'est un très beau métier et il y a des gens, hein, j'ai rencontré des gens incroyables, mais c'est de d'avoir écouté mon gut feeling et d'avoir essayé certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui ont foiré, mais ce qui m'a permis d'aller à la réalisation de ce qui me fait vibrer, en fait, de me mettre au service des autres et de leur poser des questions profondes pour que ça puisse faire de l'impact, avoir au moins des petits changements dans leur regard. Et pour le coup, je me remercie de m'avoir écouté au moins. En tout cas, c'est une fierté pour moi. super. Je termine donc avec la dernière question. Si tu devais laisser un seul message aux auditeurs, quelque chose que tu aurais aimé entendre à un moment où tu étais au plus bas, qu'est-ce que ce serait? Fais ton sac, fais ton sac. Euh, c'est juste ça. Juste à des moments, il n'y a même pas besoin de réfléchir du pourquoi, du comment, de pourquoi elle est partie, de pourquoi t'es parti, de pourquoi tu t'es fait virer, ou de pourquoi c'était incroyable, ou de pourquoi tu as eu un résultat de ouf, pourquoi tu as réussi ta traversée, ou pourquoi tu t'es engueulé avec tes associés. À des moments, il y a juste à faire son sac et à avancer. Ça, Le, je suis le, le, la suranalyse et la surinterprétation conduit très souvent à la sclérose. Et ça, c'est un vrai truc. C'est que à des moments, fais ton sac, avance, avance, avance. Va mettre un pas devant l'autre, euh, va aller là. Et ça, c'est pour moi, le fais ton sac est intrinsèquement lié à fais ton sac et va te mettre dans le silence. Si tu as remarqué, les plus grandes choses ou les plus grandes réflexions importantes se font quand tu n'as pas de podcast dans les oreilles, quand tu n'as pas, tu vois, tous tes potes autour de toi. C'est trop cool et faux, mais il y a des moments où il faut se mettre dans le silence et aller écouter ce qu'il y a vraiment profondément. super. Ah tiens, j'ai mon chat qui monte sur la table qui signe la fin du podcast. T'inquiète. Écoute, merci Grégor. C'était un podcast franchement très riche en tout cas à écouter et à t'entendre parler. Je l'ai tourné plus sous forme d'interview que d'échange, mais c'était vraiment en tout cas captivant d'entendre ton parcours. Casse pas ma caméra, s'il te plaît. Oui, voilà, justement. Est-ce que tu y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou que j'ai pas posée ou un sujet que j'aurais pas abordé même si on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui? Il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu rentrer dans le détail, hein, qui est Parce que la tu es masculinité, conférencier, tu fais plein de trucs. il y a l'entrepreneuriat, il y a comment performer, connecter au sens. Ouais, il y a plein de sujets sur lesquels on aurait pu rentrer dans le détail, mais au-delà du fait que en termes chronologiques, on n'était pas top, mais en tout cas, j'ai réservé brut ce que j'avais en tête et voilà ce qui se trame et ce que je vis une grande partie de mon quotidien. Voilà. Super. Écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir sur un prochain épisode, hein, à l'avenir. En tout cas, ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Et j'aimerais juste savoir, est-ce que tu auras un prochain invité à me conseiller, si tu as quelqu'un qui te dit en tête. Euh, ouais, moi, il y a un mec que j'adore, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui s'appelle, eh ben, c'est Théo Curin, que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, qui est un ancien athlète paralympique, qui a fait la traversée du lac Titicaca à Troyes. Et aujourd'hui, maintenant, il est journaliste et surtout présentateur dans une émission. Et je trouve assez incroyable de la manière dont il a renversé le statu quo en ne laissant sans bras, sans jambes. Et pour avoir nagé avec lui, je le trouve assez incroyable. Je pense que voilà, c'est des gens qui sont intéressants à rencontrer et lesquels avec discuter. Super. Bah écoute, avec grand plaisir. Je te demanderai juste bah, que tu m'envoies son lien par message, que je puisse le trouver et le contacter. Oui, Minette. Allez, j'arrive.
2 secondes. Bon, écoute, je te remercie, je te garde pas plus longtemps. Et puis, bah, écoute, le podcast sortira jeudi ou jeudi prochain. Je te dirai ça par message. Très bien, ça marche. Super. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la Toi aussi. prochaine.